De 55 ans, Vince Zampella est également connu pour avoir développé les jeux vidéo à succès Titanfall ou encore la licence Star Wars Jedi. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mardi, mardi 23 décembre avec vous pendant ces 2 heures d'infos. Ça sent le sapin, ça sent Noël. Est-ce que vous avez terminé vos courses? On vous attend au 0826 300 300. Joyeux Noël ou joyeuse fête, on va en parler dans un instant avec vous. Ce matin, Monsieur Coquerel a refusé au micro de Sonia Mabrouk de dire joyeux Noël. Voilà. Donc on en a un petit peu parlé hier de cette nouvelle habitude qui est de dire joyeuse fête. On va parler de d'autres sujets avec Paul Sébi, rédacteur en chef d'Hexagone. Bonjour à vous. Bonjour. Noémie Alioua, journaliste essayiste. Bonjour Noémie. Bonjour, vous êtes bonjour à tous. aux côtés des agriculteurs sur les ronds-points. On va en reparler avec vous. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps qui est paru chez Plomb. Arnaud Benedetti ne devrait pas tarder à arriver, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour, votre dernier livre, Petit traité de la lenteur. De la lenteur, ça nous va bien pendant cette période. Donc joyeux Noël ou joyeuse fête. La Poste, alors moi je vais faire un mea culpa parce qu'hier j'ai râlé en disant que La Poste, le site avait implosé et je ne savais pas à l'époque que c'était une cyberattaque. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Sommes-nous démunis? Est-ce que construire un porte-avions finalement va nous servir à quelque chose, et est-ce que les risques ne sont pas plutôt de ce côté-là? On va revenir sur les propos encore une fois d'Éric Coquerel et d'Ali Diohara, deux élus LFI qui ont des propos sur lesquels on peut s'interroger, mais je vais vous en reparler dans un instant. La vidéo d'Emmanuel Macron qui fait des pompes avec nos militaires, qu'en avez-vous pensé? Bref, beaucoup de sujets. Commençons par la Poste, effectivement, victime hier d'une cyberattaque, toujours en cours, visiblement. Beaucoup de queues devant les bureaux de poste. Certains colis ne pourront pas être livrés à temps. Et je voulais vous lire le tweet de Rafik Smati, qui vient ici régulièrement, qui est chef d'entreprise. Il participe à des plateaux aux côtés de David Pujadas et il dit: je ne serai pas ce soir sur le plateau de 24 heures Pujadas comme prévu. Je serai aux côtés de mes équipes. Comme des milliers d'entreprises de l'e-commerce, nous faisons face aux répercussions de la cyberattaque qui touche la Poste. En France, ce sont des centaines de milliers de personnes qui risquent de ne pas recevoir leurs cadeaux de Noël à temps. Cet événement est loin d'être anecdotique. C'est un signal et c'est là-dessus que je trouve que c'est intéressant de s'interroger. Nos infrastructures les plus quotidiennes, celles qui relient les familles, les territoires et l'économie réelle, sont devenues des lignes de front. Les guerres de demain ne se déclareront pas toujours avec des chars et elles ne passeront pas nécessairement par le sacrifice de nos enfants. Elles commenceront par des serveurs à l'arrêt, des chaînes logistiques brisées, des câbles internet sectionnés et une société qui devient vulnérable. Il faut protéger la France aujourd'hui, protéger ses réseaux, ses données, ses infrastructures vitales. Je trouve que ce tweet est très intéressant, très important, Paul Sébille, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut mettre la France KO uniquement avec Internet, enfin avec des attaques, des cyberattaques. C'est ça, et c'est vrai que l'inquiétude des gens, ce côté vulnérable de la société, il est accentué par ce genre de phénomène, de cas précis, je veux dire. Et puis on a vu que l'attaque avait aussi empêché la distribution des courriers physiquement aussi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que pour les gens, c'est vraiment la défaillance totale du service public. Bon là, c'est la Poste, mais pour d'autres cas aussi. Et quand on voit le niveau d'inquiétude des gens, ça ne fait que le renforcer. Et on voit mal comment restaurer une confiance avec quelque chose d'aussi simple que le courrier ou les colis, quoi. Alors moi, je m'excuse auprès de la Poste parce qu'hier, j'ai fait ma ronchon en disant « Ouais, ils sont pas foutus d'avoir un serveur qui marche à Noël ». Sauf que c'était beaucoup plus grave que ça. Et c'est beaucoup plus grave que ça puisque visiblement, cette cyberattaque a vraiment immobilisé tous les services qui sont liés aux livraisons de colis. Mathias ?
Moi, je pense que c'est un des enjeux et un des problèmes majeurs des années à venir. Là, je crois que les serveurs de la Poste en fait ont été saturés. Donc, j'avais un peu raison quand même. Pour moi, ce type d'attaque, alors là, c'est la Poste, mais ça pourrait être d'autres services. Ce type d'attaque est allié avec ce qu'on appelle la souveraineté numérique de la France, qui est pour moi un des enjeux principaux de l'avenir. Et la France est relativement, pardonnez-moi l'expression, à poil face à ce genre d'attaque, on y sera de plus en plus confronté. Je pense que les pouvoirs publics n'ont pas pleinement mesurer l'ampleur de ce à quoi ils allaient être confrontés. Donc il y a là un enjeu stratégique fondamental d'indépendance déjà de numérique de la France, et puis derrière cette indépendance, la question de la sécurité et de la cybersécurité. Si on met on peut mettre la France à genoux numériquement. Quels que soient les services, si on bousille, un certain nombre de relais informatiques et de relais cyber, la France est démunie complètement. Donc, faut faire extrêmement attention à ça, et je crois vraiment que, encore une fois, c'est quelque chose. On en parle peu finalement. Non, on en parle assez peu. On focalise sur d'autres choses, notamment sur la question de la souveraineté, mais je crois vraiment que l'indépendance de la France et l'indépendance cyber de la France est un enjeu majeur. Oui, Noémie. Oui, écoutez, c'est intéressant. Le tweet était intéressant. Ce que vous venez de dire aussi, c'est intéressant parce que, au fond, cette histoire de la banque postale, elle se lie à deux niveaux. La question géostratégique. C'est au-delà de la banque postale. Voilà, c'est ça. C'est la Poste. La question de la géostratégie beaucoup plus largement. Et en fait, c'est une question de moyens. C'est-à-dire quels moyens on investit dans les questions de cybersécurité. Et là, Valérie, vous avez poser le doigt sur la question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il faut mettre 11 milliards je crois pour le nouveau porte-avions, alors même que on sait que les guerres de demain seront des guerres de cet ordre-là, c'est-à-dire des guerres de sécurité sur la question des attaques numériques. Donc c'est la question du budget, où est-ce qu'on va mettre le budget, où est-ce qu'on va avoir besoin demain de se défendre pour défendre d'une certaine façon notre souveraineté. Et puis il y a aussi la question tout à fait technique à l'intérieur des frontières, et c'était raconté brièvement dans le témoignage de Rafik Smati, vous l'avez évoqué aussi monsieur Sébi, tout simplement les gens qui ne vont pas recevoir leur cadeau de Noël à temps. Moi, pour tout vous dire, je suis à la Banque Postale. Hier, je devais prendre un billet de train pour rejoindre prochainement nos amis les agriculteurs. Je n'ai pas pu prendre mon billet de train. Ça paraît anecdotique. Parce que votre compte est bloqué ? Parce que tout était bloqué. Et il a fallu attendre un petit peu. Ils ont mis ensuite un autre système qui permet avec des SMS de pouvoir quand même utiliser sa carte bleue. Et vous imaginez que quand vous ne pouvez rien acheter, alors même que vous avez besoin de faire des achats de façon parfois un peu urgente, parce que ça peut arriver, et que vous vous retrouvez bloqué. Moi, c'est un cas anecdotique, mais dans toute la France, c'est arrivé ce genre de situation. Et c'est vrai qu'on se retrouve démunis, et par un heureux hasard, je suis journaliste, et donc j'ai vu sur Twitter la Banque Postale en top tweet, donc parmi les sujets les plus discutés, et j'ai compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas utiliser leur carte bleue, et c'est très problématique. J'avais pas vu que ça allait jusque là. Stéphane nous dit ils ont été incompétents et action de crise trop lente, trop tard. Il y a eu une première attaque globale le samedi sur Orange et la Poste, et donc ils n'ont pas réagi assez vite, et le lundi matin ça a été la cata. Arnaud Benedetti. Moi je souscris à tout ce qui a été dit autour de cette table. Il y a un problème en effet d'indépendance, il y a un problème de moyens aussi, parce que je crois que c'est absolument essentiel, mais ça dit aussi quelque chose sur... Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jacques Ellul, on l'a complètement oublié, et qui a écrit des choses extrêmement intéressantes sur le système technicien dans les années 60 et 70. Il avait été assez prophétique en la matière, et ça dit aussi notre extrême dépendance par rapport au système technicien, parce que cette fragilité-là, aujourd'hui, fait que on voit bien que dès qu'il y a un blocage, nous sommes totalement nous-mêmes bloqués dans notre vie quotidienne et dans nos activités. Et il disait, d'ailleurs, il expliquait très bien dans l'histoire des innovations qu'il fait dans son ouvrage, c'est qu'en fait l'informatique
a tout changé. C'est-à-dire qu'en fait, l'informatique, c'est la première fois que le système technicien devient totalement interconnecté et global. C'est-à-dire que tout dépend de tout. Et qu'à partir du moment où vous avez un des éléments qui se bloque, tout se bloque. Là, en l'occurrence, c'est ce à quoi on assiste. Et en plus, clairement, on est dans une situation de guerre hybride, manifestement. C'est-à-dire avec des attaques qui sont ciblées sur des systèmes qui sont en effet vraisemblablement vulnérables, insuffisamment protégés. Vous avez vu un jeune hacker de Limoges a hacké le site du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire qu'en face, il n'y a pas la protection suffisante. Concernant la Poste, ça sera intéressant de savoir, je sais qu'il y aura probablement une enquête, d'où ça vient et pourquoi la Poste a été attaquée. Mais bon, là, c'est la Poste. Souvenez-vous, il y avait eu des attaques contre les hôpitaux. Il y a eu, je sais plus bien sûr. Et quand on attaque, par exemple, le système des hôpitaux, ça peut être dramatique très rapidement, quoi. Ouais. On a en ligne avec nous Benoît, qui nous appelle de Limoges. C'est pas vous, Benoît. C'est pas vous qui avez hacké. Il est malin alors. Non, je suis pas assez doué. Je suis pas assez doué en informatique pour ça. Ouais. Donc, comment vous réagissez ? Vous êtes concerné, vous, par ce qui se passe à la Poste ? Non, moi je suis pas concerné par ce qui se passe à la Poste. Je suis pas client de la Poste et puis j'ai déjà fait mes cadeaux depuis déjà 2 semaines. Bravo. Donc vous en foutez. Je m'en fous, oui et non, parce que là c'est la Poste, mais comme vous l'avez dit, il y a eu le ministère de l'Intérieur et en fait on se rend compte que nos structures informatiques sont quand même un petit peu désuètes, les protections en tout cas, et le petit jeune de 22 ans dont vous avez cité, il est quand même relativement doué. Soit il est vraiment très doué pour hacker le site du gouvernement, soit c'est le site qui est vraiment obsolète. Naze. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait mettre les moyens, que ce soit dans les entreprises privées ou en tout cas nos sites gouvernementaux pour défendre quelque chose qui va être de plus en plus attaqué, je pense, avec l'IA et avec les recrudescences de gens qui sont quand même hyper compétents. Qui sont très doués et très compétents. Et ce que me signale un auditeur, c'est que tous les antivirus sont américains. Donc, mais de toute façon, on a vu par les Gemini, les Américains, c'est nos grands copains et tout ça. Après, ça reste quand même maintenant une guerre commerciale, une guerre et peut-être qu'il faut un peu moins compter sur les autres et peut-être un peu plus compter sur nos propres ressources. Et je suis persuadé que nous, on a des grands ingénieurs, des gens qui sont hyper compétents, et ces gens-là, comme ils sont pas forcément recrutés et en tout cas pas payés, ils s'en vont à l'étranger, et c'est quand même dommage parce que c'est la fuite des cerveaux et qui pourrait peut-être nous être utile. Mais ça pose. Et je pense qu'à une époque où on commence à dépenser de l'argent à tort et à travers pour l'Ukraine, pour ceci, pour cela, peut-être qu'il serait quand même un grand temps de s'intéresser à notre pays et pas aux autres, quoi. Et puis des questions de priorité de moyens, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce que dit Rafik Smati. Encore une fois, lui, il a une entreprise qui travaille beaucoup à Noël, donc ça va le mettre dans une situation très compliquée, et donc il dit effectivement, les guerres de demain ne se déclareront pas toujours avec des chars. C'est vrai. Et c'est à ça qu'il faut. On voit aussi les intrusions qu'il y a parfois sur certains sujets pour tenter de déstabiliser via X disons les termes. Il y a quand même 2 pays qui sont spécialistes, c'est la Russie et l'Iran. L'Iran qui prend le pas maintenant de plus en plus sur la Russie. Quand on parle des bots russes sur Internet, on en rit parce que c'est vrai que c'est utilisé un peu à tort et à travers pour dire que ça fait monter les tensions et les fractures, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est une réalité qu'il y a des offensives qui sont menées par ces pays-là, et la Russie, c'est la première toute catégorie, qui a des bataillons de hackers extrêmement bien formés qui ont un seul but, c'est déstabiliser les puissances occidentales par le biais des réseaux sociaux. Alors notre Stéphane National, auditeur fidèle, me dit non, il n'est pas doué, le hacker, il a bossé comme un pied puisqu'il s'est facilement fait attraper, il a laissé trop de traces. Le problème, c'est le ministère et une faille humaine. Le problème est l'humain non formé et l'électronisme, parce qu'effectivement on a appris que c'était des comment dit-on, des mots de passe de messagerie cryptée qui avaient été échangés en messagerie non cryptée. Donc si vous rentrez sur un système, ça devient beaucoup plus simple. Hein. Juste pour rebondir sur ce que disait Arnaud, parce que l'humain est à la fois le problème et la solution. Ce qui est intéressant, cette critique de la technique, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi penser à faire en sorte de protéger certains de nos intérêts, justement en les extrayant de ces systèmes qui sont de toute façon, d'une certaine façon, qui pourraient être atteignables par des puissances hostiles et étrangères. C'est-à-dire de faire en sorte de protéger certaines de nos informations sensibles
en dehors du système classique et technique. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. Joyeux Noël ou joyeuse fête. Le débat, on l'a déjà un peu lancé hier, mais ce matin, Éric Coquerel a refusé de dire joyeux Noël à Sonia Mabrouk sur l'antenne de CNews. Et puis Emmanuel Macron qui fait des pompes. On va continuer alors il nous dit qu'il faut pas qu'on tweete, qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Il part avec l'un des plus grands influenceurs qui est Thibaut Inchep et il poste un message. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé. Ce matin, je disais si ça avait été Barack Obama, tout le monde aurait trouvé ça formidable. Néanmoins, quel message veut-il envoyer? À tout de suite. Sud Ratez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je suis passée au pied de notre sapin et nous allons pouvoir découvrir le cadeau qui est au pied du sapin pour vous aujourd'hui dans cette émission. Alors il s'agit de 4 entrées au Futuroscope. Donc évidemment c'est un voyage extraordinaire, un lieu magnifique à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors non, Valérie, c'est pour les Chevaliers du Fiel aujourd'hui. Moi j'ai... je me suis trompée, zut alors. On va échanger, on va faire, voilà, je vous fais gagner les entrées au Futuroscope et je laisse aux vraies voix. Donc voilà, j'ai dévoilé le cadeau des vraies voix. Je me suis trompée de petit paquet, voilà, ça arrive. Vous gagnez au change avec moi. Vous avez gagné, enfin cela dit, c'est très bien, hein, les Chevaliers du Fiel, vous les retrouvez tous les jours à 17h sur Sud Radio. 4 entrées au Futuroscope, un lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Et pour cela, il faut envoyer sapin par SMS au 7 20 18. 7 20 18, 4 entrées au Futuroscope. On donnera le nom du gagnant dans un instant. Revenons sur ce qui s'est passé, effectivement, sur ce qui s'est passé, sur le tweet d'Emmanuel Macron sur le réseau X, donc un réseau diabolisé quand il en parle, mais néanmoins le président aime bien poster des vidéos de lui, donc c'est une sorte de clip où il raconte en quelques images sa visite à nos soldats à Abu Dhabi. Écoutez un petit extrait. On va faire une petite série de pompes commando. Allez, on se rassemble là, faire l'échauffement, montée de genoux, talons fesses. Allez, on râle pas s'il vous plaît. 2, 3, 4, 1, 2, venez. Voilà, donc vous avez peut-être vu passer cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Paul, Sébille ? Moi j'ai vu les réactions, donc il y avait notamment les soutiens du président qui se félicitaient d'avoir un président aussi en forme. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que ce genre de vidéo de communication, c'est très intéressant de voir à quel point ça ne peut ne pas fonctionner quand on a un président aussi faiblement populaire finalement. Ouais. Je voyais ces réactions de soutien, mais ils sont tellement peu nombreux maintenant que quel est l'impact que ça peut avoir sur quel message, lui, qu'est-ce qui lui passe dans la tête, vous qui êtes, enfin, je sais pas, vous avez trouvé ça bien ou vous vous êtes dit mais c'est ridicule ou je comprends pas ce qu'il fait? Oui, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il essaie de faire dans le contexte actuel? Quel est le message? C'est vrai qu'on se demande, on essaie de trouver une signification à tout ça. Alors peut-être qu'il y en a pas. Hein, il est simplement avec les militaires. Il y a aussi l'influenceur Thibaut Inchep qui est avec lui. Donc peut-être que il y a quelque chose qui n'est pas de volonté spécifique, mais c'est quand même. Il sait que ça va faire réagir et peut-être que ça lui fait plaisir aussi de créer ce genre de choses. Arnaud Benedetti, vous qui êtes spécialiste en communication politique. Vous avez peut-être mis le doigt, je veux dire, sur en fait. La raison, c'est que ça lui fait plaisir, c'est qu'il aime ça. Ouais. Bon, il aime ça, il aime cette mise en scène, il aime cette scénarisation permanente, parce qu'en effet, cette scénarisation permanente aujourd'hui, compte tenu de la faiblesse de son socle dans l'opinion publique, on voit bien que l'exercice est limité et ne peut d'ailleurs que crisper ceux qui sont crispés, très souvent. Donc, si vous voulez, l'intérêt stratégique sur un plan politique de ce type de communication est en effet extrêmement réduit et restreint, mais ça correspond à ce qu'est Macron, tout simplement. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres explications que celle-là. Il est content. Il aime se mettre en scène. Voilà. Et il aime certainement se regarder un peu aussi, peut-être. Vous pouvez réagir, 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo, de cette communication, Mathias? Vous plus moi, je suis philosophe. Je suis abasourdi. J'ai trouvé ça...
ridicule. On est vraiment dans le reliquat des gauches jupitériens, quoi. Donc, et auquel il nous habitue régulièrement. Souvenez-vous, il avait fait des photos de lui en boxeur devant un sac de boxe. Bon, voilà. Alors, c'est le chef des armées, mais non seulement c'est le chef des armées, mais c'est le premier, militaire, et il a besoin de montrer que effectivement, il est capable de faire des pompes. C'est affligeant, quoi. Alors, si ça avait été Barack Obama, parce qu'on a toujours trouvé à chaque fois que Barack Obama faisait... Parce que, si vous voulez, la culture américaine n'est pas la même. La culture américaine est très différente de la nôtre. La relation des Français, la relation au pouvoir est beaucoup plus, j'allais dire, normée, codée, sacralisée en France, parce que c'est l'héritage monarchiste, c'est l'héritage gaulliste, etc., etc. Là, c'est vrai que ça peut surprendre. Moi, je suis frappé de toute façon que tous les présidents de la République depuis 2007, en fait, depuis Nicolas Sarkozy, sont extrêmement critiqués sur la façon dont ils ont endossé le costume présidentiel. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avec les autres. Les autres, ils étaient critiqués pour leur politique, mais ils n'étaient pas forcément critiqués pour leur style. Là, on voit bien que depuis 2007, il y a un changement de génération et qu'il y a une bascule. Comme si, en fait, le vrai problème, c'est que quand vous occupez cette fonction, vous devez rentrer dans la fonction et laisser de côté votre personnalité. Là, on a des présidents qui, depuis 2007, avec Sarkozy, et c'était vrai aussi avec Hollande d'une certaine manière, et ça l'est encore plus avec Macron, ils veulent absolument imposer leur personnalité à la fonction. Mais il avait une phrase pour ça. C'est un vrai sujet, ça. Bien sûr. Souvenez-vous, François Hollande, il parlait du président normal. Mais il voulait justement absolument faire rentrer la normalité dans la fonction. Mais rappelons quand même que le président s'est quand même pris une taloche par sa femme devant les caméras du monde entier. Ça, c'est aussi une image qui marque l'opinion. Je suis désolée parce qu'il voulait pas que ça se passe, mais ça s'est passé, tout le monde l'a vu. Donc ça marque aussi l'image qu'on a de lui. Et par ailleurs, le contexte est catastrophique dans la mesure où tout le monde est au courant que le pays est complètement bloqué, notamment parce que le président de la République refuse de mettre en place des élections qui permettraient peut-être de sortir de cette torpeur dans laquelle se trouve le pays. Donc c'est ça qui est grave. C'est-à-dire le décalage entre cette image et le décalage entre cette mise en scène d'une sorte de soi narcissique augmenté et le blocage du pays qui n'est que le résultat de ses décisions politiques à lui. Il y a quelque chose d'assez tragique, quoi. Ouais. Vous vouliez Mathias Leboeuf. Pour rebondir sur ce que disait Arnaud, je crois que c'est pas qu'une question de style. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça, parce que si c'était une question de style, effectivement, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, par exemple, je trouve ça très agaçant d'être un peu pris en otage de la communication d'un égo viriliste qui veut imposer regardez, comme je suis fort, comme je suis le meilleur. À un moment donné, ça saoule, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, mais vu l'état dans lequel est la France, dans lequel est la France, il pourrait faire autre chose que faire des pompes, quoi. Il ferait mieux de s'attacher au vrai sujet, quoi. Ouais, en même temps, il a plus tellement les moyens de sa politique. Organiser des élections, c'est la seule chose qui lui reste. On attend. Alors Véronique me dit, la vidéo de Sarko qui fait son footing en Guadeloupe. Alors vous avez raison de préciser à la Guadeloupe, mais il est plus président de la République. Donc voilà. Après, il est sous contrôle judiciaire, donc on peut s'interroger sur l'opportunité. Il a été filmé. C'est pas lui qui s'est filmé. C'est pas lui qui s'est filmé. C'est un petit peu la différence, c'est que c'est pas lui qui se met en scène. C'est pas lui qui se met en scène comme le fait le président de la République. Ça montre une chose quand même, c'est que chez Emmanuel Macron, il y a une décorrélation totale entre, d'une part, le discours et la communication d'image, et puis le réel. C'est-à-dire que ça tombe complètement à plat et ça agace parce que, encore une fois, le réel est tellement boueux que le voir faire ce genre de clownerie, ça ne peut qu'agacer les gens. En fait, il faudrait plus en parler. Ouais. Oui, enfin, il le publie. Oui. Mais il y a aussi ce paradoxe sur Haro sur les réseaux sociaux, et je m'en sers. Ah oui, il y a quelque chose. Il n'est pas le seul, ça. Il n'est pas le seul à tenir un discours critique sur les réseaux sociaux et utiliser les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de très intéressant. Tous les gens notamment les politiques qui devaient quitter X il y a un an et demi, la plupart ils sont revenus. Ils étaient sur Blue Sky pour se rebeller contre. Mais ils se sont rendus compte de la puissance du réseau X. Paul Sébi, Emmanuel Macron, je pense qu'il a très bien compris. C'est vrai que c'est pas logique d'attaquer les réseaux
sociaux et l'information qui circule dessus et de soi-même utiliser ces méthodes-là pour diffuser des messages. Alors là, on dit, on sait pas trop. C'est le en même temps. Voilà, c'est exactement ça, et c'est ce que les gens ont un peu abandonné dans Emmanuel Macron, c'est ce en même temps qui ne veut pas dire grand-chose. Et là, on l'a dit, c'est pas seulement le fait qu'il soit très en forme, c'est super, effectivement, c'est très très bien, mais ça n'a pas de sens dans la séquence politique actuelle et pour les gens de manière générale. Quel est le sens de tout ça pour eux dans leur vie ? Aucun. On se retrouve dans un instant avec vous. On va revenir sur certains propos qu'on peut qualifier d'antisémites, très clairement. Le député LFI Ali Douara qui traite le docteur Vargon, dont on a parlé hier, qui voulait responsabiliser les gens à propos du vaccin. Il le traite de génocidaire. Éric Coquerel qui a cette petite phrase dans laquelle il dit « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la méthode utilisée par le Hamas le 7 octobre ». Et puis, joyeux Noël ou joyeuses fêtes. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va parler d'Éric Coquerel. Un petit mot, ce matin, il était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews. À la fin de l'interview, normalement, elle lui souhaite un joyeux Noël. Écoutez. Merci Éric Coquerel de venir participer au pluralisme ce matin. Je vous dis joyeux Noël. Oui, joyeuses fêtes. Et joyeux Noël. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Noël, c'est la nouvelle année, c'est tout ça, c'est tout ce que souhaitent les Français. En tout cas, c'est le moment de se reposer et de faire la fête, donc c'est très bien. On en a besoin. Merci à vous et à bientôt. Il dit pas joyeux Noël très, très, très ostensiblement. Non, il dit joyeux Noël entre autres. Ouais. Voilà. Il le dit quand même. Il le dit de manière un peu contraint et forcé. Elle lui répète 2 fois joyeux Noël. Si moi vous me dites joyeux Noël, je vous réponds joyeux Noël. Tout à fait, Ça veut dire quoi ça? Alors peut-être Noémie, Alioua. Non, moi je trouve que c'est très symptomatique de la façon dont la gauche veut faire table rase de l'histoire de notre pays. C'est très important. C'est pas simplement des mots. On se pourrait se dire après tout, c'est une partie de la gauche, malheureusement la plus radicale, mais la plus bruyante. Et puis la locomotive aujourd'hui, malheureusement, du reste de la gauche. C'est-à-dire, on parle de la France insoumise. Il y a une volonté d'effacer absolument toute l'histoire de ce pays, en l'occurrence les racines chrétiennes qui ont structuré ce pays, qui l'ont façonné, qui ont donné à la France ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, refuser de dire joyeux Noël, c'est refuser d'accepter toute cette histoire-là. Et ça, c'est très ancré dans le logiciel d'une partie de l'extrême gauche en tout cas, cette idée de faire de la France presque un pays lui-même apatride, et en même temps d'accueillir absolument dans le même temps d'accueillir absolument toutes les autres cultures et qui doivent en plus se sentir chez elles. Donc il y a ce grand paradoxe, on l'a vu avec toutes les affaires de Rima Hassan, etc., où Rima Hassan a été immédiatement portée comme une égérie de la France insoumise, avec tout son logiciel qui attaque la France et qui met en avant par contre le logiciel palestinien en l'occurrence, puisque souvenez-vous, moi je serai toujours marquée par cette image entre les 2 tours des élections législatives de Jean-Luc Mélenchon qui se présente aux Français avec à côté de lui Rima Hassan avec son kéfier palestinien. C'est une image très importante. C'est-à-dire on impose des racines de partout ailleurs dans le monde et par contre les racines de France, elles ne doivent pas exister dans ce pays. C'est exactement ce qui se dit à travers cette bataille de langage qui peut paraître anecdotique mais qui ne l'est pas du tout. Alors Mathias, le philosophe. Alors moi je suis moins radical que Noémie. Je crois que c'est un peu ridicule déjà franchement, moi je suis très attaché à la laïcité, les racines chrétiennes de la France et tout. Ça me baskine un peu. Est-ce que Noël c'est encore une fête religieuse? Non, mais voilà, très honnêtement, on a dépassé ça. Et d'ailleurs les chrétiens devraient s'en réjouir et s'en réjouissent généralement, c'est que Noël est devenu une fête œcuménique qui est fêtée bien au-delà des seuls catholiques et protestants. Ça c'est la première chose. Je rappelle que historiquement la fête de Noël c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que on a calquer la nativité de Jésus, donc la date sur la date du solstice d'hiver, et c'est arrivé assez tardivement ça. On parle de Noël à partir du XIIe siècle, donc la France au XIIe siècle, on est au Moyen Âge, il y a quand même tout un cheminement historique. Et aujourd'hui, on est dans une forme, au nom d'une laïcité extrêmement restrictive, on est dans une forme de révisionnisme linguistique. Moi, je suis laïque, je suis athée.
j'ai aucun problème à parler de Noël et faire des des finasseries sémantiques en disant on dit joyeuse fête, on dit pas joyeux Noël. Franchement, faut vraiment rien d'autre avoir à faire, quoi. Mais c'est pas si anecdotique que ça, malgré tout. J'entends ce que vous avez raison, mais c'est pas. Je pense que ça dénote quand même de quelque chose de plus profond, Paul. Oui, puis ça a une vraie influence. Notamment la gauche qui impose ce genre de choses, de ne pas souhaiter Joyeux Noël et ces débats-là. Avec Hexagone, on avait réalisé un sondage l'année dernière sur le rapport des Français aux fêtes, et notamment est-ce qu'ils disent Joyeux Noël ou Joyeuse Fête, ou les deux, dans tel ou tel cadre, et notamment soit le cadre familial, privé, ou dans le monde du travail. Et c'est vrai que dans le cadre privé, tout le monde dit quasiment Joyeux Noël, ou au moins les deux, alors que dans le cadre du travail, c'est plutôt Joyeuse Fête. Donc on voit que ça impose quand même un malaise dans la société où on se dit, bon, je dis peut-être Joyeux Noël dans le privé, mais pas avec mes collègues, on sait jamais ce qui peut se passer, si ça peut choquer quelqu'un, etc. Alors même que, on l'a dit, Noël n'est plus tellement une fête religieuse en soi, mais pour les Français, ça reste quand même une fête religieuse, même s'ils ne la fêtent pas en tant que telle. Donc c'est 3/4 des Français presque qui considèrent que Noël est une fête religieuse de fait. Et ça ne pose pas de problème aux Français d'avoir ces deux choses dans leur tête. C'est-à-dire, oui, Noël n'est pas, je ne fête pas Noël, mais je reconnais le caractère religieux de Noël et je dis donc joyeux Noël. Et puis ça dépasse, ça devient culturel à ce stade. Il y a une forme d'incohérence parce que moi j'ai bien cherché. Noël, c'est aussi le Père Noël pour les enfants. J'ai bien cherché dans les évangiles. Il n'y a pas le Père Noël dans les évangiles. Ça, c'est très récent. Non, mais c'est bien plus récent. Mais si on parle plus de, je le dis avec un peu de distance et un peu d'humour, si on parle plus de fête de Noël, donc il faut plus parler du Père Noël et il faut parler du Père Fêtard. Père Fêtard, puisque c'est joyeuse fête. Bon, il y a un truc un peu absurde là-dedans. On l'a un peu évoqué hier suite à cet article dans Libération d'un monsieur qui s'appelle Paul Preciado. Noël est la période la plus stupide et vide de l'année. C'est 5 Black Friday à la fois, raciste, patriarcal, nationaliste, binaire, anti-écologique. Voilà. Mais bon, pour Arnaud Benedetti, sur le fait qu'un homme politique qui est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale refuse de souhaiter Joyeux Noël. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'idéologie de l'inclusion passe par l'invisibilisation de ce qu'il faut bien appeler quand même les racines chrétiennes de la France. Parce que la France a des racines chrétiennes, c'est incontestable, c'est son histoire, c'est sa géographie, c'est, j'allais dire, ses monuments. Il suffit de se promener, je veux dire, pour voir que cette terre, elle est fondamentalement baignée par ce christianisme. Mais ça remonte à loin, moi, je pense. Et ça ne touche pas seulement la France. Alors, ça touche la France. Mais souvenez-vous, les débats au moment de l'élaboration du traité constitutionnel sur l'Union européenne en 2004-2005. Valéry Giscard d'Estaing voulait faire inscrire la référence aux racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Il faut s'en souvenir. Et c'était la France qui avait refusé. La France, qui était président de la République à l'époque, c'était Jacques Chirac. Donc la responsabilité, on l'a fait porter, certes, aujourd'hui, cette invisibilisation, on l'a fait porter, cette volonté d'invisibilisation, on l'a fait porter, certes, à la gauche radicale, qui est indéniablement l'un des agents de cette invisibilisation, de cette volonté d'invisibilisation. Mais il faut noter aussi qu'elle a quand même touché d'autres, j'allais dire, catégories du champ politique, et y compris à droite. Donc il y a une espèce d'intériorisation, comme s'il fallait finalement avoir un espace politique qui soit tellement neutre que pour accueillir justement de nouvelles populations, très souvent aussi, il faut quand même pas se cacher, il fallait finalement oublier ce que nous étions. Et en fait, ces querelles, qui sont devenues des marronniers d'ailleurs, maintenant, je le note chaque année, j'ai la querelle théologique sur le joyeux Noël ou joyeuse fête. Moi, je dis les deux indifféremment, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire plus fréquemment maintenant joyeux Noël, parce que c'est une marque d'attachement de résistance que je n'avais pas, dont je ne témoignais pas il y a peut-être encore quelques années, face à cette volonté d'invisibilisation. Mais bon, voilà, on se trouve dans ce type de querelle. Oui, Paul, vous aviez vu cet article, cette tribune dans Libération hier, ça vous avait fait réagir? Oui, c'est vrai que c'est caricatural. C'est caricatural, et puis c'est créer une division sur une fête qui, en réalité, est fédératrice. C'est vraiment fédératrice. C'est-à-dire que l'étude qu'on avait réalisée montrait que 90% des gens fêtaient Noël, même si c'était pas une fête, même si c'était pas catholique. 80% des gens ne veulent pas supprimer les références religieuses dans l'espace public liées à Noël, donc les crèches, le joyeux Noël, machin. Donc
ça n'existe pas, ce débat, il n'existe pas, mais ça crée une ambiance. Là, on en débat, on en débat, mais il faut bien que les gens aient conscience que dans leur entourage, les gens pensent comme eux, que Noël a encore une signification et qu'on peut dire Joyeux Noël. Il n'y a que les fêtes catholiques qui sont attaquées. Noémie, vous vouliez dire un mot, puis après un petit mot pour dire que cette bataille sémantique par essence, elle est française. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'en France, on va voir le symbole derrière chaque mot. On se rend pas compte à quel point nous sommes attachés à notre langue, aux représentations de chacun des mots, et c'est ça aussi qui explique notre façon de nous battre pour des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Mathias, un dernier mot. Je vais rebondir sur ce que dit Noémie. Elle est française, effectivement. Pourquoi ? Parce que la laïcité, c'est un concept français. Et on a la laïcité à la française. Et il ne faut pas oublier deux choses. C'est qu'effectivement, la France a des racines judéo-chrétiennes, très bien. On pourrait même parler de helléno-chrétienne, parce que judéo-chrétienne, ça peut se discuter également. Mais la République, l'organisation politique, est laïque. Et comme le disait Arnaud, le problème et la racine du mal, pour moi, c'est que on a conçu la laïcité comme une invisibilisation des religions. Et ça, on l'a pas fait par hasard, on l'a fait parce que une nouvelle religion pose des problèmes en termes de visibilité. Et en fait, on a aujourd'hui un effet boomerang de cette invisibilisation des religions, c'est-à-dire que certains s'en sont emparés pour dire ok, très bien, si vous voulez supprimer tous les signes religieux de l'espace public, alors on va aller complètement dans cette logique-là et on rentre dans des choses qui sont complètement ubuesques, effectivement, et qui sont quasiment contre-culturel. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour parler donc de ce député de la France insoumise qui évoque un médecin urgentiste, Mathias Vargon, en disant soutenir un génocide et diriger un service d'urgence. Voilà le chef d'un hôpital à 2 pas de chez moi. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Paul Sébille, Noémie Alioua, Arnaud Benedetti et Mathias Leboeuf. Je vais vous faire écouter. Alors il y a deux sons sur lesquels je voulais vous faire réagir. Alors on n'a pas celui. Non, il y a un tweet qui est celui du député LFI Ali Diouara, député de Seine-Saint-Denis. Hier, on a évoqué, on a débattu autour d'une intervention du docteur Vargon, qui est chef des services des urgences de l'hôpital de La Fontaine, et qui, vous avait peut-être une formule qui a pu choquer en disant il faut que les gens se vaccinent et que au bout d'un moment, quand on se vaccine pas, qu'on se retrouve à l'hôpital, il faudra peut-être envisager de faire payer ces gens-là. Bon, c'était, je pense, une manière un peu provocatrice de dire les choses. Néanmoins, les urgences sont submergées aujourd'hui par des non-vaccinés, je le répète, même si quand on est vacciné, on peut aussi choper la grippe, mais de façon beaucoup moins intense. Et donc, la réaction de ce député LFI a été de dire soutenir un génocide et diriger un service d'urgence. Voilà le chef d'un hôpital à 2 pas de chez moi, effrayant. Donc c'est LFI dans ses œuvres habituelles. Ça vous choque Évidemment, ça me choque. Ça me choque, mais ça me surprend pas, puisqu'ils sont finalement dans leur sillon depuis maintenant près de 2 ans, voire plus même, en l'occurrence. Ça a commencé bien avant le 7 octobre, à mon sens. Mais enfin, ça s'est largement densifié et hystérisé. Il y a une espèce d'extension du domaine de l'antisémitisme décomplexé. Tous les jours, un peu plus. Ça s'assume de manière assez explicite. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est devenu un marqueur pour eux, cette affaire. C'est devenu un marqueur de mobilisation. Clairement, et on le voit bien d'ailleurs, c'est quelque chose qui relève pratiquement de l'essentiel de leur discours public, cette affaire. Donc, ils mobilisent politiquement, pensant qu'ils vont mobiliser électoralement sur le sujet, ce qui n'est pas totalement impossible, en l'occurrence, en tout cas dans un certain nombre de territoires. Et tout est rendu possible, c'est-à-dire que l'expression est totalement décomplexée. Alors, je ne dis pas que c'est l'antisémitisme des années 30, mais parce que l'antisémitisme des années 30, il était revendiqué comme tel, là, ils ne le disent pas
ostensiblement, puisqu'en effet, ça tombe sous le coup de la loi, et fort heureusement, mais en fait, on est quand même là-dedans, on est dans ce registre-là, il me semble. Oui, Mathias Vargon a répondu, le saviez-vous, Ali Yohara, tout le monde dans mon hosto sait que je suis juif, parce que soutenir le génocide, on sait ce que vous voulez dire, fermez la parenthèse, je pense que la plupart de mes collègues sont pro-palestiniens, et c'est ce qui fait la République et le service public, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'entendent, et parler de génocide dans ce cadre-là, ce qui n'a strictement rien à voir avec la déclaration de Vargon, pose quand même question. Oui. D'ailleurs, peut-être on peut commencer par un mot pour soutenir Mathias Vargon, parce que c'est vrai qu'il a une personnalité, disons, assez forte. Il est à la meute qui s'est déjeuné contre lui. Il est assez clivant, il s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, il était époux d'une ministre. Il a une façon très à lui qui lui appartient de communiquer, qui peut parfois hérisser le poil, mais sur le coup, il est assez droit dans ses bottes. Il défend la science, il défend la médecine, il défend les vaccins, parfois de façon sans doute dans la communication un peu excessive, mais ça c'est une chose. Et là on est dans le débat d'idées. Là, ce qui est en train de faire ce député, c'est pas, on s'éloigne complètement du débat d'idées. On est dans la condamnation morale sur la base de son identité. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on qualifie quelqu'un de génocidaire, on lui met une cible sur le dos, on dit qu'il soutient des gens qui tuent, et donc à ce titre-là, lui-même mérite des sévices. C'est une façon de mettre une cible sur le dos. Donc on lui a mis une cible sur le dos parce qu'il a défendu des opinions politiques, on lui a mis une cible sur le dos parce qu'il est juif, tout simplement. Et effectivement, c'est aujourd'hui un vecteur très important du discours de la France insoumise, cette idée d'instrumentaliser absolument la question israélo-palestinienne, y compris dans n'importe quelle question. Alors, ils vont instrumentaliser ça parce que ça va les servir. Et regardez toutes les vidéos des campagnes là des députés, regardez-les sur Instagram, ils font leur petite promo, les députés de la France insoumise. Vous trouvez toujours des drapeaux palestiniens, jamais des drapeaux français. C'est très important. Regardez bien à quel point ce discours-là, il est en train de devenir central dans cette partie de la gauche. Arnaud ? Non, juste pour compléter ce que dit Noémie, je suis tout à fait d'accord, mais ça marche dans une partie de l'électorat jeune. Parce qu'on pense que c'est véritablement fait aussi pour attirer le vote des cités, des clientèles communautaires ou communautaristes. Ça marche dans un certain nombre de segments de l'électorat jeune, notamment dans les universités. On voit que c'est un discours qui a une prise aujourd'hui. À Sciences Po, à Sciences Po, mais ailleurs aussi. Oui. Mathias ? Alors, moi, je suis un peu... et je crois qu'il faut avoir beaucoup de nuances. Il faut condamner déjà les propos de ce député LFI. Pourquoi ? Parce que ce député fait l'amalgame entre, d'une part, la situation à Gaza et la politique d'Israël, la personne de Mathias Vargon, et puis la question du vaccin, et notamment du vaccin contre la grippe, dont Mathias Vargon a dit qu'à ce moment, il fallait le rendre obligatoire. Bon, voilà. Donc, il y a un grand mélange, effectivement, il y a un espèce de grand mélange des genres là-dedans qui sert d'occasion à ce député pour, évidemment, pour formuler quelque chose qui est un peu nauséabond. Néanmoins, la chose qui me marque aussi, c'est que on peut parler de génocide à Gaza sans être antisémite. Et j'en veux pour preuve le fait, alors je vois Noémie qui secoue la tête, à ce moment, est-ce que l'ONU est antisémite ? Alors, l'ONU est gouvernée aujourd'hui par des puissances. Je veux juste rappeler une chose, une commission du Sud global, l'ONU est aujourd'hui gouvernée par des puissances du Sud global qui ont un rapport à l'Occident et qui ont un rapport à Israël qu'on ne comprend pas. Ici, en France, dans notre petit territoire. Je voudrais pas qu'on fasse le débat sur le génocide. Le truc, vous l'avez très bien dit, c'est on parle de vaccin et on lui répond génocide. C'est ça. Donc il y a un problème. Pour moi, c'est cet amalgame-là qui est effectivement nauséabond et qui a des relents, au moins des relents antisémites. Juste un mot, Mathias Vargon a tweeté il y a une heure. Merci à tous les politiques du 93 ou d'ailleurs qui sont venus me défendre. Ah ben non, il n'y en a pas eu. Une mention particulière à ceux qui sont venus râler en privé quand j'ai parlé de clientélisme sur la récupération du conflit pro-palestinien ou pro-israélien. On vous a pas entendu, Paul Sébi, sur ce sujet, sur ces propos
Choquant, parce que on ne parle pas du génocide, on parle d'un médecin qui dit il faut que les gens pensent à se faire vacciner, se fassent vacciner. On lui répond génocidaire. Et François Camé, qui est journaliste à Charlie Hebdo, lui dit de quel génocide parlez-vous? Si c'est ce qui se passe à Gaza plutôt que des Ouïghours, avez-vous une preuve formelle établissement que Vargon soutient des crimes de guerre? Si Mathias Vargon soutenait la politique de Netanyahou, ce n'est pas établi. En quoi cela l'empêcherait-il d'être professionnellement efficace comme urgentiste en Seine-Saint-Denis? Quel est le rapport entre Gaza et l'utilité de se faire vacciner? Enfin, tout est dit dans son tweet. Paul Sébi. Oui, et puis Mathias Vargon cite par exemple les élus du 93 de la Seine-Saint-Denis. Ça me rappelle la polémique, en tout cas l'attaque qu'avait subie Nathalie Saint-Cric, parce qu'elle avait justement évoqué la possible stratégie de LFI d'utiliser ce qu'elle pense être l'antisémitisme des banlieues et des personnes d'origine de confession musulmane pour avoir une clientèle électorale. Et c'est un petit peu ce qu'avait montré une enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les préjugés antisémites, qui sont certes très forts à l'extrême droite, ça c'est historique, on le sait, pas si fort que ça à gauche, mais par contre au sein des personnes qui se disent musulmans, ils sont aussi forts qu'à l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité sur ça, on l'a vu notamment dans des enquêtes de l'IFOP sur ce que pensent les musulmans du conflit israélo-palestinien et des juifs, etc., de manière générale. Donc il y a quelque chose de vrai. Après, est-ce que ça veut dire que les musulmans votent LFI pour ça? C'est sans doute pas seulement ça, et c'est peut-être même pas du tout ça, mais en tout cas LFI est à fond là-dessus, ça c'est vrai, en utilisant effectivement Gaza et le conflit israélo-palestinien comme cache peut-être pour cacher un petit peu leurs intentions, mais il y a un peu ça, et c'est vrai que ça rejoint cette stratégie qui est un peu étouffante et qui en plus a des risques, et on l'a dit, puisque ça met des cibles sur les gens avec des conséquences parfois très graves, on le sait. Alors je voudrais qu'on écoute cette fois-ci Monsieur Coquerel qui lui était interviewé hier également. Écoutez. Le conflit le 7 octobre, c'est un épisode qu'on doit dénoncer. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Hamas a procédé le 7 octobre. Loin de là, nous l'avons dit, nous sommes les premiers à parler de crimes de guerre. Mais par contre, ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un affrontement entre un terrorisme islamiste et d'autres. C'est un conflit colonial. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Hamas a procédé. Ils auraient peut-être pu mettre des bombes. Oui, en fait, c'est une nuance. Il n'exprime fondamentalement qu'une nuance d'une certaine manière. Des accords tactiques. Voilà, il y a des accords tactiques. Ce qu'il dit juste après, il dit ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit territorial. Je l'invite à lire la charte du Hamas, qui est extrêmement claire et qui appelle à exterminer les Juifs. La charte du Hamas, elle est très claire. Il y a un moment, il faut lire les textes. Et si on est un peu sérieux, je veux dire, monsieur est quand même député de la République. C'est pas très compliqué. Elle est disponible sur Internet. Il suffit de la lire. Les choses sont très claires. Le Hamas ne combat pas les Israéliens. Ils ont ensuite essayé de retravailler leur discours à la sauce anticolonialiste, etc. Mais je veux dire, ils travaillent, eux, sur des textes religieux et ils attaquent les Juifs. C'est Yahoud, c'est écrit dans les textes. Il y a un moment donné, il faut juste regarder les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas d'accord avec la méthode employée le 7 octobre. Je trouve cette phrase absolument... Il y a un problème de méthode, oui. Il y a un problème de méthode. Après, le reste, on peut comprendre. Hein. C'est un peu comme les nazis. C'est un peu pareil. Cette phrase... Mais le Hamas, mais en plus, pour revenir ce que vous disiez, c'est-à-dire que le Hamas est un mouvement islamiste, clairement. Donc, nier la dimension religieuse des actions du Hamas, ça me paraît en effet pas du tout conforme à la réalité. Ensuite, c'est à la vous savez, moi je pense que le problème, c'est que il y a une partie, en tout cas, des leaders politiques en Occident qui ont fait le choix aujourd'hui de ne pas défendre Israël, qui ont fait le choix de ne pas défendre Israël parce que Israël est aussi l'avant-garde de l'Occident, clairement. Mais si, c'est quand même une avant-garde de l'Occident. Israël, on peut tout dire, mais Israël est une démocratie. Ça c'est une fiction. Israël, avant-garde de l'Occident. Oui, c'est l'avant-garde de l'Occident. Aujourd'hui, c'est l'avant-garde. Si, c'est l'avant-garde de l'Occident face à un mouvement qui est un mouvement qui fait de la destruction des principes des démocraties libérales, qui fait de la destruction des principes qui sont les principes, par exemple, d'égalité entre l'homme et la femme. Je veux dire, ça, son objectif, c'est l'objectif politique. Très bien. C'est une lecture qu'on peut contester. Pour moi, Israël n'est pas l'avant-garde de l'Occident, et je trouve que cette lecture, qui est une lecture qui repose sur les conflits de civilisation, est une lecture
extrêmement idéologique. Mais bon, on peut en discuter. Après, bien évidemment, c'est à la fois un conflit, bien évidemment, religieux, et effectivement, le Hamas est un mouvement islamiste et territorial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir, c'est les deux. Vous savez que le Hamas, c'est un mouvement qui est issu des frères musulmans. Les frères musulmans ont un projet global de développement d'un règne mondial. Donc c'est un projet qui dépasse de loin la question israélienne. Donc c'est un projet civilisationnel. Paul Sébir, un mot sur cette petite phrase, plus que petite phrase. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu les débats qu'on a, c'est des débats qui sont à la fois légitimes, mais dans le contexte français, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils ont investi à ce point cette cause, et si ce n'est évidemment pour en récupérer quelque chose électoralement. Et il y a des choses très différentes. Il y a des gens qui meurent dans le monde entier, il y a des guerrillas partout. Qui n'ont pas Afrique, une importance aussi forte pour les gens, mais donc il y a à la fois la jeunesse évidemment qui est très touchée par ce genre de choses, et puis peut-être des électorats confessionnels. Donc on se demande pourquoi ils utilisent cette corde-là, alors que il y a quand même une explication, parce que alors, je vais reprendre vos arguments. Pourquoi? Oui, bien sûr, il y a des gens qui meurent partout, et souvent on entend dire oui, mais alors vous vous préoccupez de ce qui se passe en Palestine, mais vous vous occupez pas des Ouïghours, vous vous occupez pas de ce qui se passe en Somalie, ce qui est un peu franchement dégueulasse comme voilà. Pourquoi c'est dégueulasse? C'est très intéressant. Parce que il y a pas de comparaison à faire. C'est pas parce ça montre très bien la fixation sur un territoire plutôt qu'un autre. Pourquoi il y a une fixation? Parce que quand une démocratie libérale qui est censée représenter l'Occident, ce que moi je ne pense pas, mais très bien, acceptons cette thèse-là, se comporte de cette façon et affame une population et rentre en conflit avec une population civile. Mais il se passe quoi au Soudan? Ça pose un problème. Mais c'est pas une démocratie. Au Soudan, c'est pas une démocratie libérale. C'est pas une démocratie occidentale. Donc, les Arméniens, ils ont été arrachés du Haut-Karabakh, dans lequel ils étaient pendant des siècles. Mais c'est pas une démocratie libérale. Tout le monde s'en fout. Ils ont été arrachés et pendant des siècles, ils étaient sur ces montagnes du Haut-Karabakh. On ne sera pas d'accord. Mais non, mais c'est les valeurs de l'Occident même qui sont bafouées à ce moment-là. Si vous souscrivez à ce scénario de guerre civilisationnelle, l'Occident se comporte également, je dis également, allez, comme on des va être en retard pour les infos. On se retrouve dans un instant. On va parler de nos agriculteurs qui vont passer Noël sur les grands points. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 16, 4, 5, 7 et 9. En sélection du jour, en Réunion 3 course 2 à Argentan, le 15, Lucie du Rivet. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Paul Sébir, rédacteur en chef d'Hexagone, Noémie Alioua, journaliste essayiste, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et directeur de la Nouvelle Revue Politique, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Noémie, on va commencer avec vous. On va parler de nos agriculteurs. Vous allez aller les retrouver sur les ronds-points à Noël. Vous allez passer Noël avec des agriculteurs qui sont sur les ronds-points. Exactement. Vous savez, ils sont très courageux. Et notamment ceux qui sont sur la A64, qui comptent donc rester pour le réveillon de Noël sur ce lieu, sur ce barrage, pour faire entendre leurs revendications. La plupart des barrages qui sont installés un peu partout en France vont être fermés dans les jours qui viennent, parce que tout simplement la plupart des agriculteurs et des éleveurs veulent retrouver leur famille, mais sur la A64 ils ont décidé qu'ils allaient rester sur place. Il faut comprendre qu'il fait très froid, que c'est pas facile. C'est très courageux de leur part. Ils vont affronter cette nuit de réveillon dans le froid, parfois sans leur famille, mais parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils considèrent que c'est une question de survie pour eux. Et voilà, j'espère que tout le pays les soutiendra dans ce moment difficile. Ils le méritent. On doit faire entendre leur voix, chacun comme on peut. Je pense que c'est un combat qui est juste et voilà, j'espère qu'on les soutiendra tous et j'aimerais que chacun ait une pensée pour eux le soir du réveillon, et notamment ceux qui vont être dans le froid et parfois seuls pour se faire entendre de la part du gouvernement, de l'État, de l'Union européenne et de tous ceux qui aujourd'hui font la sourde oreille à leurs revendications. Et là, on a appris ce matin que la Chine allait taxer les exportations de lait, enfin les importations de lait en provenance
en provenance de l'Europe. Ouais. Donc les agriculteurs, évidemment, ont une raison supplémentaire de se mobiliser. Jérôme est en ligne avec nous. Bonjour Jérôme, vous nous appelez de Pau. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes agriculteur ? Absolument pas, non, mais je suis derrière eux, mais je vais dire une phrase choc et après j'aimerais pouvoir la développer si vous permettez. Allez-y. Une quoi l'agriculture française. Une phrase de choc, oui, allez-y. Mais réelle. Mais soit on est aveugle, soit ceux qui savent et qui sont éclairés savent que l'agriculture française va crever. Enfin, je vois pas où est le problème, quoi. C'est une évidence, c'est un problème franco-français. En l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Plus on va s'approcher d'un fédéralisme, et plus chaque pays aura un rôle dans cette Union européenne fédérale. Et l'agriculture, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, ce sera les produits d'appellation contrôlée, les produits de luxe et le tourisme. Les fruits, ce sera par exemple l'Espagne. Chacun aura son rôle. Nous, je sais qu'on a un pays de gastronomie, c'est pour ça qu'on tient notre agriculture. Mais je le répète, dans une Europe fédéraliste, il n'y aura plus d'agriculture en France. C'est acté et je trouve que c'est même hypocrite de la part des pro-européistes qui ne le disent pas ouvertement. Qu'ils le disent. On le sait, je le sais, tu le sais, on le sait tous. Dites-leur la vérité. On va crever. L'agriculture française va crever. C'est évident. Alors, merci Jérôme de nous avoir appelé. Noémie, oui, alors c'est pas ce que tout le monde pense. Non. Vous savez, lisez le géographe Christophe Guilluy qui a fait une interview exceptionnelle dans le Figaro la semaine dernière, qui lui a bien théorisé. Vous savez, c'est un peu le grand penseur de la France périphérique. Et son dernier livre, c'est Métropolis et Périphéria. Il oppose donc les grandes villes, les grandes métropoles à la périphérie. Et lui, il considère que c'est la périphérie qui va gagner parce que c'est elle qui est habitée par une sorte de sentiment d'urgence et d'existence. Et donc, certains sont plus optimistes que vous, monsieur. Rien n'est jamais joué d'avance. C'est pour ça aussi que c'est important de les soutenir aujourd'hui. Rien n'est joué. Je pense que vous êtes un petit peu pessimiste, mais peut-être sans doute que vous avez aussi vos raisons. Rien n'est encore joué. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les agriculteurs se battent. C'est parce que sans doute ils considèrent qu'ils peuvent être entendus. C'est pour ça qu'on doit aujourd'hui les soutenir et porter leur voix. Ouais. Oui, moi j'étais surpris. Alors, on parlait de l'Union européenne. Cette semaine, il y a eu un sondage pour le Figaro de Odoxa qui montrait que plus de 3/4 des Français estimaient que la politique agricole commune avait eu un rôle négatif sur l'agriculture en France. Ça m'a surpris parce que généralement, on sait que les Français sont plutôt attachés à l'Union européenne, voilà, mais là, il y a eu un vrai avis négatif. Oui, on l'entend, nos auditeurs. Je pense que ça se vérifie sur le terrain et ça se voit aussi sur les réactions des dirigeants européens qui ont essayé de régler cette question, en tout cas de retarder la signature, d'essayer d'agir, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas anticipé. Oui, c'est très surprenant. C'est pas surprenant parce que historiquement, les agriculteurs étaient très pro-européens. Oui, voilà, c'est ça. Mais le tournant, c'est dans les années 90. C'est au moment où on négocie les accords du GATT avant que l'OMC soit créé et quand on décide d'intégrer dans les accords de libre-échange les produits agricoles. C'est là le vrai tournant. C'est 92, 93, 94 et on change totalement de dimension à ce moment-là. Après, moi, je suis moins optimiste que Noémie. C'est-à-dire que quand même, la tendance, malheureusement, elle est à la désagriculturisation. On voit, c'est la première fois, je crois, depuis 50 ans que la balance commerciale agricole est déficitaire, ce qui est un vrai sujet. 70%, je crois qu'on en parlait, 70% des fruits aujourd'hui sont importés. Sans dit long. Et puis il y a une concurrence intra-européenne, parce qu'on parle toujours des accords Mercosur, mais la concurrence intra-européenne dans un certain nombre de filières arboricoles, c'est simple, vous cultivez des fraises en Espagne, vous n'avez pas le même coût de la main-d'œuvre que le coût de la main-d'œuvre de celui qui les cultive en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne. Moi j'ai été frappé par l'appel d'un agriculteur. Et les fraises objectivement du sud-ouest sont meilleures. Oui, très nettement. Évidemment. Mais j'ai été frappé par l'appel d'un agriculteur la semaine dernière qui nous expliquait qu'il faisait du blé et que son blé à lui, des blés qu'il vend pour l'industrie pour fabriquer des pâtes, son blé à lui coûte plus cher que du blé qui vient du Canada. Du blé qui vient du Canada et qui n'a pas les mêmes contraintes phytosanitaires, du glyphosate et autres. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on puisse imaginer que du blé qui arrive de l'autre côté de l'Atlantique revienne moins cher. On a un agriculteur en ligne, Pascal. Bonjour, vous nous appelez de Blanquefort sur Briolle. Bonjour. Brioche. Je ne suis pas agriculteur. D'accord. Je les soutiens énormément. Et donc vous avez croisé plusieurs agriculteurs sur des ronds-points.
Disons que là, je suis sur le Facebook de la CR47, le mouvement le plus important des agriculteurs sur le sud-ouest. C'est eux qui mènent la danse énormément et très très bien. Et franchement, bravo. Donc là, depuis 7h ce matin, ils sont sur le rond-point, ce qu'on appelle le rond-point du Campanile, qui fait entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. Donc ils se sont installés, ils sont en train de faire un très très grand marché. Donc il faut savoir que ils manifestent, mais donc le calme, mais ils forment un marché. Voilà, donc les personnes qui vont vouloir aller acheter des produits locaux vont pouvoir se déplacer sur ce rond-point. Les Villeneuvois vont devoir faire une petite déviation, mais tant pis, il faut les aider. Il faut les aider et les soutenir. C'était le propos de Noémie. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés, Pascal. Et puis écoutez Sud Radio parce que nous sommes mobilisés auprès des agriculteurs. Alors, on va parler de Noël aussi avec vous. Arnaud Benedetti, c'était votre pensée, difficile de dire coup de cœur, mais pas très originale parce que j'ai l'impression chaque fois que je suis confronté à cet exercice de parler de l'Algérie, mais je vais parler à nouveau de l'Algérie. Je vais penser à Christophe Glaise qui va passer Noël dans les prisons algériennes, une situation qui aujourd'hui est particulièrement préoccupante parce que on voit pas le chemin qui nous mène à une libération rapide de ce jeune journaliste qui, je le rappelle, est en Algérie depuis mai 2024, puisqu'il a été placé sous contrôle judiciaire et puis ensuite condamné 1 an plus tard. Oui, on pense à lui, évidemment, et on souhaite que la mobilisation s'accélère, à la fois dans le monde sportif et dans le monde du football. Ce serait bien qu'un certain nombre de responsables des structures sportives aussi se manifestent. Elles commencent à le faire, mais aussi peut-être un certain nombre de grands joueurs de football qui pourraient, avoir une parole importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser à lui et il faut espérer que cette situation s'achève rapidement, même si on reste pour l'instant assez pessimiste. Assez pessimiste. Les Reporters sans frontières aussi devraient s'occuper un peu plus de ce cas. Oui, aussi. Oui, on voit bien que de toute façon il y a eu un défaut de mobilisation concernant Christophe Glaise depuis le début. Vous expliquez encore une fois parce qu'on nous reproche d'avoir beaucoup parlé de Boualem Samsal. Mais vous évoquez le choix aussi a été fait de parler beaucoup de Boualem Samsal. Absolument, et que la famille au départ de Christophe Glaise a suivi les indications du Quai d'Orsay qui ne voulait pas qu'on communique. Le Quai d'Orsay depuis finalement le placement sous contrôle judiciaire de Christophe Glaise a mis une chape de plomb sur le cas de Christophe Glaise. Et je pense qu'on en paye aujourd'hui les conséquences. Parce qu'il est clair que si il y avait une mobilisation plus rapide et plus forte, peut-être que Christophe Glaise ne se retrouverait pas encore enfermé dans les prisons algériennes. Alors, nous avons notre gagnant. Le gagnant pour ces 4 places au Futuroscope, c'est Thierry de Saint-Jean-de-Luz. Bravo Thierry. J'espère que vous passerez une très bonne journée. C'est un endroit magique pour les enfants et pour les petits et les grands. Merci d'avoir joué sur Sud Radio. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner encore toute la journée sur Sud Radio. Vous envoyez sapin et par SMS et vous pourrez gagner encore de très très beaux cadeaux. Puis comme j'ai divulgaché, comme on dit, vous savez que les vraies voix vous feront gagner 2 places pour les Chevaliers du Fiel ce soir à partir de 18h. Sapin par SMS au 7 20 18. Mais attendez que le jeu soit lancé par Philippe David et Cécile de Ménibus. On se retrouve dans un instant. On va parler de Donald Trump et on va parler des portables à l'école. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Mathias Leboeuf, vous vouliez parler de Donald Trump. Oui, je voulais revenir sur une info qui a été, à mon avis, trop peu commentée en France, qui date d'une dizaine de jours, enfin un peu plus, du 10 décembre, puisque le 10 décembre, la Trump Gold Card a été officiellement lancée. Alors c'est un programme qui a été évoqué dès février 2025, mais qui justement arrive à activation effective, notamment à travers un site et puis le début des traitements des dossiers. Alors c'est quoi la Gold Card de Donald Trump ? C'est comme la Green Card, mais en mieux et en plus cher, puisqu'il s'agit d'un permis de résidence permanente que vous pouvez obtenir si vous payez $1 million.
permis de résidence permanente qui, en plus, ouvre sur un chemin accéléré et quasi, on va dire, systématique d'accès à la citoyenneté. Donc, il faut évidemment posséder les $1 million. Il y a des frais aussi d'inscription qui sont de $15 000. Donc, vous avez bien compris que ça ne s'adresse pas au premier migrant mexicain qui vient sur le territoire américain. Et je trouvais que dans cette conjoncture américaine de durcissement de la politique migratoire, qui peut se légitimer, mais qui est très très dure de l'administration de Trump, il y avait une forme de cynisme absolu à dire si vous avez du fric et que vous voulez travailler aux États-Unis, il n'y a pas de problème, on peut même vous donner la citoyenneté américaine d'où que vous veniez, enfin quasiment dans tous les pays, alors que si vous êtes pauvre et que vous voulez venir bosser, là ça se passera autrement. Voilà. Aujourd'hui, comment l'administration américaine monnaie l'accès au droit à la citoyenneté. Alors c'est pas très surprenant, mais c'est quand même pousser la logique justement mercantile à son extrême absolu, et je trouve que c'est dommage pour les États-Unis. Il est un peu inquiétant, Donald Trump, hein, même si on peut lui reconnaître certains talents. Là, il n'a pas renoncé à annexer le Groenland, à envahir le Venezuela, et hier, sa dernière lubie, donc il a annoncé aussi qu'il construirait des porte-avions, c'est de les nommer à son nom. Ah oui, donc on est quand même, là on est petit bras avec Emmanuel Macron et ses comptes. On est dans un égo, on n'est pas... dans une autre dimension. On est dans une autre dimension, et puis pareil, il y a une des images là, sur X du vice-président Vance qui lui s'entraîne avec les US Navy SEALs. Je peux vous dire que l'entraînement des SEALs, c'est autre chose que des pompes commando. Non, mais c'est vrai que ce que le philosophe que je suis lui conseillerait, je vais pas dire de relire, mais de lire de la démocratie en Amérique de Tocqueville, parce que quand on voit que finalement l'accès à la citoyenneté américaine est monnayable, je trouve ça quand même pathétique. Ça vous fait réagir ? Oui, c'est vrai que c'est très cynique, etc. Mais en tout cas, c'est assez efficace. Peut-être pas sur ce point-là, mais pour la première fois depuis les années 70, la population étrangère a baissé aux États-Unis depuis Trump. C'était un petit peu ce que demandaient les Américains, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ça va devenir même très compliqué pour des gens qui ont pourtant des Français qui vont souvent travailler un petit peu aux États-Unis quelques années. Même pour eux, ça va devenir très compliqué, puisque ça va devenir plus cher pour les entreprises américaines de faire venir des gens, etc. Donc c'est vrai que c'est tout un système. Et puis il y aura ces quelques gens qui pourront payer. Donc c'est vrai que c'est assez... ça interroge. Oui, alors c'est vrai que vous l'avez dit, hein, Mathias, c'est pas surprenant de la part de Donald Trump. C'est un homme qui a toujours. C'est d'une logique. C'est par définition Donald Trump, c'est l'homme du deal, c'est l'homme de l'intérêt. Et là, il voit tout simplement, exactement, c'est un homme d'affaires. Et quels sont les intérêts du pays aujourd'hui ? C'est effectivement de remplir les caisses. Et si ça peut être dans l'intérêt du pays, lui, il n'a pas vraiment de scrupule moral à appliquer ce genre de méthode. Je trouve que c'est dans la continuité du personnage. Arnaud, rien de plus. Non, mais rien de plus par rapport à ce qui a été dit, c'est du Trump dans le texte, c'est-à-dire qu'en effet, il fait venir des gens qui ont de l'argent aux États-Unis, parce que c'est important et ça permet de maintenir l'attractivité des États-Unis, et il diminue en effet les flux migratoires. Il a été élu là-dessus, quand même, il faut le rappeler. Il avait été élu déjà en 2016 là-dessus, et il a été réélu en partie là-dessus en 2020. C'est pas uniquement ça, parce que c'est son agenda, il suit son agenda. Faire venir des riches et essayer d'écarter les pauvres, à la limite, il y a une logique économique qui pourrait se comprendre. Moi, ce qui me choque profondément, c'est de dire, si vous êtes riche, là, l'accès à la citoyenneté... Non, mais je portais pas de jugement. Enfin, je trouve que symboliquement, c'est quand même, c'est entre guillemets la fin de la politique, quoi. C'est-à-dire que c'est le business partout, y compris dans l'accès à la citoyenneté. Alors, Paul, avec vous, on va parler. Alors, juste une information, apparemment, le site de la Poste refonctionne, donc je dis pour nos auditeurs. Donc, vous pouvez suivre vos cadeaux. Vous savez que j'avais des virements à faire, je n'osais pas dire le site de la Poste ne fonctionne pas. Parce qu'évidemment, on ne m'aurait pas cru. Pour l'instant, le site de la Poste fonctionne, et je pourrais donner une autre bonne nouvelle, la SNCF n'est pas en grève. Ah oui, c'est Noël, c'est vrai. C'est Noël, c'est vrai. C'est quand même très rare. C'est très rare qu'il n'y ait pas eu de préavis ou autre. Paul Sébi, vous, votre
votre coup de cœur ou coup de projecteur portait sur les portables, l'interdiction des portables à l'école. C'est ça, alors ça fera un super débat peut-être sur la table à Noël avec les enfants qui seront rivés sur leur téléphone, mais vous savez que l'Australie donc a interdit les portables au moins de 16 ans, donc j'ai voulu un petit peu voir si quel était l'état de la recherche là-dessus, est-ce que ça avait vraiment des effets. Alors visiblement... Ça fait combien de temps ? Là, ça fait même pas une semaine, je pense, ou même pas un mois, en tout cas quelques semaines. Donc, mais pas, c'est pas les études ne portent pas seulement sur ce cas-là, mais de manière générale, il y a une étude réalisée en Angleterre, l'effet sur notamment le résultat scolaire n'est pas très clair. Il y a un petit effet positif, mais qui est pas très clair. Et par ailleurs, les études montrent que finalement, c'est plutôt d'autres facteurs qui expliquent ça, et notamment l'environnement familial, etc. Et ça, ça rejoint une étude de la DEP, donc du ministère de l'Éducation nationale récente aussi, auprès de 27 000 élèves en maternelle, en petite section, qui montrait que effectivement les écrans avaient des effets négatifs sur les résultats scolaires, donc ce qu'on sait plus ou moins, mais que ça pouvait avoir des effets positifs d'avoir des écrans à la maison et de mettre ses enfants face à des écrans quand évidemment les parents jouaient leur rôle de contrôle. Et c'est notamment le cas des parents des catégories aisées, parce que ce que montre l'étude qui est très intéressante, c'est que c'est évidemment les élèves des catégories populaires qui sont les plus confrontés aux écrans, et aussi ces élèves-là qui ont plus de tablettes. C'est pas les élèves qui ont des parents aisés. Et donc, parce que la différence, c'est que les parents aisés interdisent les écrans la semaine, par exemple, et le week-end, et utilisent les écrans à visée pédagogique. Donc, ça remet un peu le débat au centre de ce que c'est l'écran, et que ça peut avoir un effet positif sur les résultats scolaires, mais pour peu que les parents s'impliquent et contrôlent, tout simplement. Et c'est pas banalité, mais l'interdiction n'a pas forcément un effet magique. Simplement, voilà, ça faudrait un peu de recul par rapport à ça. Mais... Exactement, et ça remet peut-être les parents au centre du jeu. Puisque l'école règle le problème, et c'est le problème des parents du coup. C'est terrible, vous l'avez noté, c'est que ça aggrave aussi les fractures sociales. Absolument. Parce que les milieux populaires, ce sont ceux qui donnent le plus facilement malheureusement des téléphones portables à leurs enfants. Ce sont les enfants qui passent le plus de temps sur leur téléphone portable, parfois très tôt. Or on sait que très tôt, même avant 3 ans parfois, ça empêche le développement des capacités cognitives de l'enfant. Donc c'est assez terrible, c'est-à-dire qu'effectivement cette technologie qui nous permettrait de nous élever, si elle était suffisamment bien contrôlée, eh bien elle peut aussi complètement nous abrutir. Et donc là, c'est de l'ordre de l'autorité parentale de protéger les enfants. Mais factuellement, ce sont les catégories populaires qui en souffrent le plus. Et ça, c'est terrible parce qu'encore une fois, ça va encore aggraver les fractures sociales. Aujourd'hui, tout le monde est touché. On vit dans un milieu plutôt privilégié. Et moi, je vois beaucoup de gens qui, même il suffit d'aller au restaurant avec les enfants devant les écrans. Je pense qu'aujourd'hui, les écrans touchent tout le monde. Vous avez raison. Il y a peut-être plus d'éducation quand on est... et encore, vous avez des parents très occupés qui... les effets pervers sont renforcés dans les milieux défavorisés. Les parents, c'est classique. Ils travaillent et ils ont peut-être parfois même un deuxième travail, je ne sais pas, mais c'est difficile d'avoir le contrôle et surtout la culture. Absolument. Oui, Mathias. Je voulais juste rappeler une chose complémentaire, j'en parlais avec Noémie tout à l'heure, c'est que une des alternatives aux tablettes et aux écrans, c'est la lecture. Et le sociologue Bernard Lahire rappelait que la meilleure chose et la meilleure façon d'amener les enfants à lire, c'est de lire devant eux. C'est pas de leur dire il faut lire, c'est de leur donner l'exemple. Et un enfant qui voit ses parents lire se met assez spontanément. Ça n'a pas marché chez moi. Il y a des livres partout. On est presque en syndrome de Diogène avec les livres, tellement il y en a. En tout cas, mes enfants ont lu à l'adolescence, les Chairs de poule et autres. Et puis après, une fois que les écrans sont arrivés, mais quand les écrans sont arrivés, c'était très compliqué. Et je vous encourage à lire un entretien très très intéressant. Vraiment une merveille. Qu'est-ce qu'un monde où on ne lit plus? C'est dans le Figaro. C'est Emmanuel Godot. C'est un écrivain, professeur de lettres à Henri IV, qui explique que à l'heure où la littérature tend à s'effacer derrière les écrans, il alerte sur l'avènement d'un totalitarisme insidieux dans lequel la contemplation est laissée en jachère. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal, et vous le disiez Arnaud Benedetti, à prendre un livre, vos élèves peut-être aussi, et à lire sur la continuité. Un essai, c'est pas pareil. Vous vous arrêtez, vous reprenez un roman, il faut du temps, il faut se plonger. Il faut de la concentration, tout simplement. Il faut de la concentration et un peu d'abnégation aussi, parfois, pour lire. C'est-à-dire que il faut s'inscrire dans la durée. La lecture, c'est de la durée.
c'est toujours ça. C'est peu de quand même un lenteur. rapport au temps qui est différent. Le problème, c'est que les écrans, ils induisent un rapport au temps qui est celui de l'immédiateté, Absolument. qui vient totalement inhiber parfois les capacités de concentration. Absolument. Bah, écoute, Lire aujourd'hui, c'est devenu un vrai acte de résistance, quoi. Ouais. C'est-à-dire résistance notamment à la vitesse qu'on nous impose en permanence. Et Petit traité de la lenteur. Petit traité de la lenteur, Non, oui. mais c'est Faut vrai. arriver à Et ça, pourtant, ça, est-ce ça. que disait Arnaud tout à l'heure, Arnaud Benedetti hors antenne, on n'a jamais publié autant de livres. Ouais. Donc c'est là aussi un paradoxe. Mais Après, parce que ça, c'est du business. C'est Oui, le alors ça business dépend des ce qu'on éditeurs. appelle des Oui, livres c'est aussi. ça, vous voilà, avez c'est raison, ça. ce que Ouais. j'allais dire. Les éditeurs aujourd'hui ont tendance à parier sur la masse plutôt que sachant que s'ils publient 20 livres, il y en aura Oui, mais vous forcément voyez un qu'en tête des ventes, vous avez l'ENA Situation. Je veux dire, je ne vais pas vous répéter, sans aucun mépris, un peu quand même, mais qui est un faut lire la ramassis chronique de Frédéric Becbédé sur les Oui, absolument. sur Mais, l'ENA Situation. bah oui, c'est pas un livre. Je suis désolée, c'est pas un livre. C'est du produit. On a fait du livre un produit et non plus une ressource. Et c'est bien différent. Le livre de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est un livre? Bon, allez, on va pas lancer le débat. On va pas lancer le débat maintenant. Il en est presque à 200 000 exemplaires. Là aussi, il y a... On était à 100 000 la semaine dernière. Il était à 150 000, donc je pense qu'avec les fêtes de Noël et Gérard, mon C'est un libraire, livre qui a me été disait écrit que les dans gens 20 jours. l'achètent par 4 ou 5 en parlant d'un acte de résistance. Il en a vendu 200 en quelques heures. Voilà. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On se retrouve, nous, dans un instant pour l'émission Média avec Laurent Luyat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette année,